Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. L'actualité, elle est permanente au Proche-Orient et au Moyen-Orient. On parle de tout, on parle d'Ukraine, on parle on a parlé de Mayotte, on a parlé de ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, etc. Mais le Moyen-Orient, on peut dire, vous savez, c'était vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, disait un certain général en 1940, De Gaulle, pour ne pas le citer. Mais je ne sais plus si on peut s'envoler, ou en tout cas en parler avec des idées simples. Mohamed Sifawi, je rappelle que vous êtes spécialiste, vous êtes journaliste, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste de ces questions du terrorisme notamment, puisque vous avez commencé à parler du terrorisme islamiste dès 2007, chez vous y sont Grasset, les Fossoyeurs de la République, et puis on vous avait reçu déjà avec pour le Hamas, pour votre livre sur le Hamas, aux éditions du Rocher, et on sait à quel point ce mouvement joue encore un rôle. Et puis là, le Hezbollah. Alors le Hezbollah, effectivement, ce n'est pas la même chose, parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas très très bien le Moyen-Orient, tendance à comprendre tout ça. Et je voudrais que vous expliciez qu'est-ce que c'est que le Hezbollah, comment il est né, et quels sont son ou ses parrains, d'abord. D'abord, je vous remercie de votre invitation et de la possibilité que vous m'offrez de parler justement de ces sujets très compliqués, parfois un peu méconnus. Le Hezbollah est une organisation islamiste chiite qui est née en marge de la guerre civile libanaise au début des années 80, au lendemain de la révolution iranienne. C'est important de le souligner parce que le régime iranien est à la fois le sponsor, le parrain et le financier principal. Celui qui a, dès le départ, effectivement financé ce groupe qui allait devenir une organisation avant de devenir un État dans l'État et avant de faire système. Je parle du Hezbollah. Et jouer le rôle de proxy, c'est-à-dire de relais du régime iranien dans ce pays qu'est le Liban. Et d'asservir in fine, ce pays qu'est le Liban et de le mettre véritablement sur l'agenda du régime iranien. L'organisation Hezbollah est, comme je le disais, est en vérité un système de gouvernance. C'est un État dans l'État et c'est même devenu, avant la dernière guerre, l'État libanais. C'est-à-dire que dire que carrément aujourd'hui on peut dire que le Hezbollah, parce que il y a eu, vous savez, l'élection du président de la République, Joseph Aoun, il y a un nouveau gouvernement, etc. Mais vous dites c'est quand même aujourd'hui au Liban le Hezbollah qui gouverne. Alors aujourd'hui il est affaibli, évidemment. Avec mais tout ce qui s'est passé, on en parlera. Avant septembre 2024, incontestablement rien ne se faisait au Liban sans l'aval et l'accord du Hezbollah. Mais de la Syrie aussi, à l'époque. Et par prolongement, bien sûr, la Syrie, et donc surtout le régime iranien. La question de la guerre entre Israël et le Hezbollah, je le dis d'autant plus que nous sommes dans un pays qui commente beaucoup, et parfois il y a certains commentateurs qui commentent sans véritablement saisir les enjeux. Lorsque l'on veut le bien des Libanais, je ne parle même pas, vous l'aurez observé, du bien des Israéliens. Alors, on y reviendra probablement, mais le bien des Libanais, c'est qu'ils puissent se réapproprier leur pays. Il se trouve que le Hezbollah, depuis sa création en 1982, a mis le Liban en coupe réglée et véritablement dans une situation d'asservissement. Le Liban n'est pas un pays indépendant, n'est pas un pays libre. Il aspire aujourd'hui à le devenir. Et justement, à le redevenir, parce qu'il l'avait été. Parce qu'il le fut, oui. Et il le fut, il y a bien longtemps, on l'a oublié. Il y a une génération probablement de quadragénaires qui ne s'en rappellent même plus que le Liban fut un jour une sorte de petite Suisse glorieusement multiculturel et glorieusement indépendant. Et évidemment un pays où il faisait bon vivre. Et passé par là la guerre civile entre 1975 et 1990, et dans la foulée évidemment la naissance de cette organisation qui est affiliée au régime iranien et qui a tout faussé. Et quand je disais à l'instant que
le Hezbollah fait système, c'est que le système éducatif, en tout cas le système social, le système financier, l'armée, d'une certaine façon libanaise, est moins importante que la milice du Hezbollah. Et donc, par conséquent, c'est la raison pour laquelle, en ayant cette force, à la fois financière, militaire, sociale, le Hezbollah a pu jouer le rôle d'organisation intouchable, bien qu'elle ait, ou bien qu'elle soit, classée, notamment en Amérique du Nord, dans sa globalité, ce que font pas les Européens, dans sa globalité comme organisation terroriste. Donc, cette organisation terroriste, qualifiée à juste titre, me semble-t-il, comme telle par les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Mais pas l'Europe. Et pas l'Europe, parce que l'Europe a fait un choix, notamment la France, très hypocrite, faut-il le dire, de considérer l'aile militaire du Hezbollah comme organisation terroriste, mais pas son aile politique. Je ne sais pas véritablement ce que cela veut dire. Une hypocrisie, pourquoi? Mais c'est drôle, juste un mot, et je vais dans votre sens. Quelle différence avec le Hamas? Parce que est-ce que le Hamas est considéré comme, en Europe ou ailleurs, comme organisation terroriste, aussi bien l'aile politique que l'aile militaire? Oui, mais, ça, mais en fait, il n'y a pas de logique, parce que d'abord, l'ancien secrétaire général, Hassan Nasrallah, et l'actuel Naïm Qassem, dirigent les deux. Ce sont eux, les dirigeants, à la fois de la branche politique, la branche culturelle, de la branche sociale, de la branche financière, de la branche économique, de la branche médiatique et de la branche militaire. Et en dessous de la personne du secrétaire général, il y a une institution qui est le Conseil consultatif décisionnaire. Ouais. Et cette instance, qui est dans l'organigramme officiel du Hezbollah, dirige à la fois la branche militaire et la branche politique, ainsi que les autres branches. Donc, il n'y a pas de logique à considérer cette branche politique comme respectable et l'autre terroriste et sérieuse, et l'autre comme détestable et terroriste. Ça n'a vraiment pas de sens. J'entends la diplomatie française et les arguments de la diplomatie française qui consistent à dire oui, il fallait garder, je dirais, une voix au Liban, surtout que la France a perdu de l'influence un peu partout à travers le monde. L'une des rares régions, si ce n'est la seule région, où il lui reste un peu d'influence, c'est bien le Liban. Je comprends qu'il y a un intérêt, y compris pour les alliés, c'est-à-dire les Américains, Israël, que la France ou d'autres Européens gardent la possibilité de discuter avec l'ensemble des Libanais. Des forces libanaises, bien sûr. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, on est passé par une phase où le Hezbollah a reçu des coups extrêmement durs qui peuvent véritablement créer des conditions pour l'achever en tant qu'organisation terroriste. Et je pense que la France, là, et l'Europe doivent saisir cette chance d'étouffer le Hezbollah. Pourquoi? Parce que, en fait, la classification comme organisation terroriste du Hezbollah, ce n'est pas uniquement pour se faire plaisir, ce n'est pas de l'affichage. C'est permettre ou de créer les conditions pour judiciariser ensuite l'ensemble des activités du Hezbollah qui, comme je l'explique, sont souvent criminelles. Il se trouve que les activités logistiques, médiatiques, propagandistes du Hezbollah ne sont pas considérées comme criminelles, donc pas criminalisables, donc pas judiciarisables, parce que cette partie politique n'est pas jugée comme terroriste. Je donne un exemple. Si quelqu'un venait à faire l'apologie du Hamas ou de Daesh, l'État ou les institutions de la République peuvent le poursuivre pour apologie de terrorisme. Mais si quelqu'un demain viendrait sur votre plateau faire l'apologie du Hezbollah en tant qu'organisation, je dirais, politique, il ne ferait pas de ce point de vue l'apologie d'une organisation terroriste du point de vue du droit, étant donné que le droit européen ne classifie pas aujourd'hui le Hezbollah dans sa globalité comme organisation terroriste. Donc je pense que... Donc il y a là un frein très important à aller plus loin. Mais je vais aller encore plus loin. C'est que, par exemple, la question aujourd'hui centrale, c'est le financement du Hezbollah, parce que la résurrection du Hezbollah passe aussi par sa capacité à se refinancer. Et parmi les pays qui participent à son financement, outre l'Iran, il y a aujourd'hui un pays comme la Turquie. Il se trouve que lorsque vous considérez une organisation comme organisation terroriste, en vertu de la Convention internationale du financement du terrorisme qui date de 1999, vous ne pouvez pas
financer la dite organisation je dirais impunément. Donc les États doivent et sont obligés de rendre des comptes lorsqu'ils agissent de la sorte, sauf à avoir un consensus tacite, comme ce fut le cas avec le Hamas à une certaine époque. C'est pour ça on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Là, on a déjà rentré, mais on va rentrer encore plus, Mohamed Sifawi, en expliquant d'abord qu'est-ce que c'est l'organisation du Hamas, comment il contrôle justement médiatiquement aux affaires sociales, etc. Quel rôle il a joué, quel rôle il joue encore, et pourquoi effectivement une résurrection, il n'est pas mort d'ailleurs, et il peut tout à fait réagir, et vous en parlez dans votre livre, et rejaillir et sortir de ses cendres, encore que les cendres sont encore très très rougeoyantes. On en parle tout de suite après cette petite pause, et si vous voulez poser des questions à Mohamed Sifawi, 0826 300, n'hésitez pas à intervenir. 0826 300. À midi 14h, André Berkoff. Et avec Mohamed Sifawi, nous parlons du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est vrai qu'il joue toujours un rôle majeur au Proche-Orient, évidemment. Proxy de l'Iran, enfin avec son grand protecteur et sponsor et financier. Mais justement, on peut se poser la question quand même, Mohamed Sifawi, vous le racontez dans votre livre, qu'est-ce qui a fait que parce qu'il y a plusieurs manières de faire le soft power ou le hard power, qu'est-ce qui fait que les Iraniens ont dit on va créer cette cellule Hezbollah et organiser comme ça une cellule à la fois sociale, médiatique, militaire et autres qui prend le pouvoir? Qu'est-ce que ça a été effectivement l'intention de départ et l'organisation? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord les années 80. Ce que voulaient les Iraniens, c'est d'avoir un prolongement à la fois géographique et idéologique au Liban, aux portes d'Israël. Mais parce que le Liban est l'un des pays les plus peuplés par les chiites. Donc le régime iranien avait déjà un ancrage, je dirais, religieux et idéologique. Ils ont essayé de faire la même chose dans d'autres pays. On pense notamment à l'Irak. Ils ont plus ou moins réussi à implanter une influence au lendemain notamment de la Seconde Guerre du Golfe, à travers les différentes milices qui ont été sponsorisées. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le Liban. Mais ça n'a rien à voir, ils ont tenté. Oui. Ils ont évidemment implanté les fameux Houthis au Yémen. Il faut encore parler d'eux. Ils ont réussi à créer un partenariat stratégique avec le régime syrien de Bachar al-Assad et de lui adjoindre à la fois des milices chiites et le Hezbollah lui-même dans sa lutte, entre guillemets, contre Daesh notamment, et pour sauvegarder un temps son régime. Et évidemment, progressivement, il y a eu cet arc chiite, comme on l'a appelé, qui avait deux vocations. L'encerclement de l'Arabie Saoudite, d'une part, le grand frère ennemi sunnite, et de l'autre côté, l'encerclement d'Israël. Et cet encerclement d'Israël... Le petit Satan. Le petit Satan, comme l'appellent les mollahs iraniens, cet encerclement s'est parachevé avec la récupération, d'abord dès le début des années 80, du djihad islamique palestinien, qui lui est implanté à Gaza, puisque son fief c'est à Rafah, et en un second temps, après le printemps arabe, la récupération, après le lâchage des monarchies chiites, de la confrérie des frères musulmans, et donc du Hamas, la récupération du Hamas et sa transformation aussi comme proxy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'objectivement, le Hamas n'était plus un acteur ou ne défendait plus en vérité l'agenda de la cause palestinienne, mais est devenu un proxy pour le compte du régime iranien. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires de ce point de vue. Et à partir du 7 octobre, évidemment, je crois que non seulement je l'avais écrit dans le précédent livre, Hamas, mais je l'avais dit ici chez vous quand vous avez eu la gentillesse de m'inviter, que la stratégie devait être aujourd'hui, enfin il y a quelques mois j'avais dit ça, le démantèlement de l'ensemble de cet arc chiite. Et ça passait évidemment par une victoire militaire et politique sur le Hamas et le djihad islamique. C'est en cours d'être fait, même si, évidemment, c'est au prix fort, surtout pour les populations palestiniennes de Gaza.
évidemment la chute du régime de Bachar al-Assad, même si évidemment le régime qui lui a Joulani, c'est peut-être pas, ce n'est pas, je dirais, la joie ni un idéal, mais toujours est-il que l'arc chiite, si on devait le prendre comme objectif, s'est affaibli après la chute de Bachar al-Assad. 3, évidemment, les coups portés à la milice chiite libanaise, en l'occurrence le Hezbollah. 4, le deal passé avec les Irakiens le fait d'avoir mis en place les conditions pour que l'Irak le régime irakien en tout cas, ne soit plus sous la tutelle iranienne, et que même les milices chiites, la plupart, prennent leur distance par rapport au régime des mollahs, et on le voit, c'est de plus en plus effectif. Et évidemment, enfin, les coups qui ont été portés à la milice des Houthis au Yémen, à la fois par l'armée israélienne, l'aviation israélienne, et par les bombardements américains depuis janvier, février dernier. Donc cet arc chiite a été incontestablement affaibli, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est clair. Mais aujourd'hui, pour revenir juste au Liban, le Hezbollah, certes, n'a plus la place qu'il avait, mais il est encore très fort quand même. Oui, évidemment. Il est encore fort, il est encore puissant, il est affaibli, mais pas mort, pas moribond. Il est considérablement affaibli. Il n'a plus le poids qu'il avait il y a de cela quelques mois, serait-ce l'année dernière. On peut donner comme preuve la possibilité d'organiser une élection présidentielle, ce que le Hezbollah refusait. Le fait que l'ancien chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun, ait pu accéder à la magistrature suprême, est un signe important. La nomination du Premier ministre, qui forme aujourd'hui un duo qui n'est pas très proche, qui est plutôt hostile au Hezbollah. Le prochain enjeu, en vérité, c'est la raison pour laquelle l'actuel secrétaire général du Hezbollah ne cesse de le répéter et de le souligner, c'est la question du désarmement de la milice chiite. Parce que si l'État libanais... C'était un rêve total il y a encore quelques mois. Oui, mais aujourd'hui, on arrive à en débattre. Vous avez raison, il y a quelques mois, on ne pouvait même pas soulever la question. Encore une fois, le sujet du démantèlement de l'armement ou du désarmement, le désarmement de la milice, permettrait à cette milice de redevenir plus rien. Parce que la milice libanaise, le Hezbollah n'est forte qu'au travers de sa force militaire. Et de son ancrage social, bien sûr. Oui, il faut parler de l'ancrage social parce que on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais justement, est-ce que dès le départ, juste pour parler de ça un peu, est-ce que dès le départ, par l'Iran et autres, le Hezbollah était aussi, parce qu'il faut quand même se dire que les populations chiites étaient les populations déshéritées au Liban, en tout cas, par rapport aux sunnites. D'ailleurs, il y a eu le premier mouvement, ancêtre à la fois du mouvement Amal et du Hezbollah, s'appelait le mouvement des déshérités. C'est ça, absolument. Et donc, ils ont joué un rôle social très très important, qui joue peut-être encore. Donc, il y a eu tout cela. Et aujourd'hui, alors, juste un mot, est-ce que l'Iran elle-même aujourd'hui, à cause de tout cela, mais aussi à cause d'autre chose, est-ce qu'il est affaibli, est-ce que le régime des mollahs, l'Iran, est vraiment affaibli ou pas? Parce qu'on dit toujours ça revient, oui, mais le régime n'est plus ce qu'il était, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Je crois que, en tout cas, pour ma part, j'ai toujours pensé que le régime iranien était un tigre en carton et que sa force, il la tenait justement de cette capacité à se projeter sur d'autres terrains pour éviter une confrontation directe. C'est-à-dire que dans les guerres modernes... Les guerres par procuration. Dans les guerres modernes, l'utilisation de proxy vise justement à éviter les guerres conventionnelles et à aller vers les guerres asymétriques. Et de ce point de vue, le régime iranien a toujours été le champion du monde, toute catégorie, si j'ose dire, de la guerre asymétrique. C'est de ce point de vue qu'il était dangereux. Il est moins, de mon point de vue, aujourd'hui, parce que d'abord, il ne tiendrait pas 48 heures face à l'armada américaine, et il ne tiendrait pas une semaine face à l'armée israélienne si d'aventure il y a une confrontation, attaque
soi-disant massive, lancée par les Iraniens, ont fait un flop considérable, ce qui a affecté le moral des Iraniens. Le fait aussi de constater que, par exemple, il y a eu des opérations très sophistiquées qui ont permis l'élimination de grands chefs les gardiens de la Révolution, mais aussi Ismail Haniyeh, le chef du Hamas lui-même, alors qu'il était dans une maison soi-disant sécurisée à la périphérie de Téhéran, et donc sous la garde des services spéciaux du régime des mollahs. Donc évidemment tout ça a démontré que c'était un tigre en carton, et que en réalité, d'ailleurs de ce point de vue, ni les Israéliens ni les Américains ne s'y trompent, puisque ils s'attaquent, mais de façon méthodique, me semble-t-il, à ce qui constitue la force du régime iranien, en l'occurrence ses proxys. Et aujourd'hui, sans ses proxys, c'est un corps sans ses membres, en vérité. Que lui reste-t-il ? Il lui reste effectivement une armée qui a une certaine toxicité, qui n'est pas... Mais le régime iranien n'osera jamais mettre son armée dans la balance, parce que cela entraînerait la chute du régime. C'est ça. Il ne se mettrait pas lui-même en danger. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, ils ont commencé à négocier sous la pression qui est infligée par Donald Trump. Et c'est peut-être ce qu'il y a de bien dans la folie de Donald Trump, c'est ce côté jusqu'au boutiste. Et je crois, c'est ce qui leur fait craindre, évidemment, une confrontation avec les Américains. C'est la raison pour laquelle ils négocient. C'est l'art du deal appliqué au rapport de force, et on le voit aujourd'hui. On continue d'en parler, c'est passionnant, avec Mohamed Sifawi, Hezbollah, aux éditions du Rocher. À tout de suite, et n'oubliez pas 0826 300 300 pour poser vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et nous sommes toujours avec plaisir avec Mohamed Sifawi, qui vient de publier Hezbollah aux éditions du Rocher. Donc cette armée, cette milice, ce mouvement à la fois politique et militaire qui sévit depuis les années 80 maintenant, on peut dire, donc il y a 45 ans, etc., qui a occupé la place qu'il occupe. Et puis il y a eu les revers, effectivement, depuis le 7 octobre, les ripostes israéliennes. Et puis aujourd'hui, Mohamed Sifawi, l'avenir. Alors, il y a les négociations américano-iraniennes dont on parle peu, mais qui existent. Il y a effectivement les nouvelles alliances. Alors, où va Kovadis Hezbollah ? Est-ce qu'il a d'autres sponsors ? Est-ce qu'il a, à part l'Iran, bien sûr, qui est toujours là et plus jamais là, mais est-ce qu'il y a d'autres sponsors, d'autres financiers et d'autres appuis aujourd'hui ? Et est-ce qu'il peut surtout se reconstituer comme il l'avait été il y a quelques mois ? Vous avez raison de poser la question, parce que effectivement le régime iranien a été acculé pour cesser de financer le Hezbollah. Entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Combien par an c'était ? Par an était donné. 1 milliard de dollars par an, à peu près. C'est les estimations de l'ensemble des services de renseignement américains. Que donnait l'Iran au Hezbollah ? Que donne l'Iran depuis plusieurs années à la milice. D'accord. On estime entre 1 et 2 milliards, selon les années, le budget dont dispose le Hezbollah, ce qui n'est pas négligeable pour une organisation terroriste. Et évidemment, c'est grâce notamment au pétrole iranien que tout ceci peut se faire. Toujours est-il que depuis la fin de la guerre, en fin 2024, il y a eu évidemment une surveillance accrue et une pression supplémentaire qui a été mise sur les Iraniens pour qu'ils cessent de financer le Hezbollah. Beaucoup de choses ont été entravées, ça c'est documenté. Mais on s'est rendu compte, en tout cas je me suis rendu compte au moment où je finalisais l'écriture de ce livre, en rencontrant des gens qui sont généralement bien informés sur ces sujets-là, qu'il y avait d'autres acteurs qui intervenaient. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, et effectivement je me suis rendu compte qu'au moins 2 pays aujourd'hui agissent pour essayer de faire ressusciter financièrement le Hezbollah. Il y a d'un côté la Turquie d'Erdogan et de l'autre le Qatar. Il y a même un axe turco-qatari qui essaye d'avoir une influence considérable sur la Syrie d'Al-Joulani pour pouvoir peser, et je pense que l'intérêt du régime d'Erdogan, c'est de prendre une partie de la Syrie. Mais la deuxième partie qui concerne le Hezbollah chiite, c'est d'entretenir cette milice
pour essayer de la récupérer et l'enlever peut-être, pourquoi pas, à l'Iran, et l'utiliser pour entretenir une sorte de déstabilisation dans la région. Parce que plusieurs États, le Qatar en fait partie, ont intérêt à ce que le Moyen-Orient ne puisse jamais retrouver sa sérénité, sa sécurité. Oui, que ça reste le chaudron, quoi. Vous pouvez me dire pourquoi? Tout simplement parce que quand vous observez bien, notamment le Qatar n'a d'existence, je dirais, diplomatique ou géopolitique que lorsqu'il y a des conflits, puisqu'il s'est donné ce rôle de médiateur, tout à fait, tous azimuts, utilisant ses fonds propres. Ça lui coûte des dizaines de milliards, mais ça lui donne de l'influence et du soft power. Le Qatar était présent dans toutes les négociations entre les talibans et les États-Unis, entre Israël et le Hamas. D'ailleurs, à ce titre, c'est intéressant, puisque le principal financeur du Hamas, celui qui a permis d'une certaine façon de participer aussi à l'organisation, ne serait-ce financièrement, au 7 octobre, se retrouve en même temps le négociateur ou l'intermédiaire pour essayer de récupérer les otages et créer les conditions du cessez-le-feu. C'est-à-dire celui qui alimente le Hamas, le pompier pyromane, c'est celui qui alimente l'organisation terroriste. Et celui-là même qui est au centre des négociations. Donc le Qatar a toujours joué ce rôle depuis qu'il a réorienté sa politique et cherché à jouer un rôle important sur la scène internationale. On le voit où? On le voit en Afrique aujourd'hui, c'est en dessous des radars. On le voit y compris au Rwanda. C'est pas visible. On parle pas beaucoup de lui là-bas en Afrique. On parle pas. On le voit en Libye. On le voit en Algérie. D'ailleurs, comme la Turquie, on va peut-être parler du régime algérien. Le régime algérien a un fil à la patte avec et le Qatar et la Turquie. On le voit évidemment en Europe en finançant les relais des frères musulmans. On le voit en Amérique et dans les pays anglo-saxons. En Grande-Bretagne, et donc évidemment cherchant à jouer un rôle considérable au Moyen-Orient. Donc le Qatar et la Turquie font partie, encore une fois, de ces pays qui ont envie que la milice libanaise, le Hezbollah, continue de fonctionner. Et juste un mot, on n'a pas parlé, on en parlait hors antenne, Mohamed Sifawi, vous dites que le 7 octobre, enfin l'agression, l'invasion du Hamas sur les kibboutz israéliens et autres frontières du 7 octobre, c'est commandité et, je dirais, un plan annoncé et voulu par l'Iran. Ce que les services israéliens ont découvert, c'est qu'il y avait un plan similaire chez le Hezbollah et qu'initialement, le plan était un plan effectivement des gardiens de la révolution. Mais c'est le Hamas qui a créé les conditions pour le mettre à exécution. C'est ça. Oui, on peut dans le proxy, quoi. L'une des preuves tangibles, c'est que au moment de leur offensive, les militaires israéliens ont découvert à la fois des tunnels, qui rentraient directement dans le territoire israélien, dans la profondeur du territoire israélien, arrivant presque au premier village frontalier. Ils ont trouvé des motos, c'est-à-dire des petites motos similaires à celles qui avaient été utilisées par le Hamas à Gaza, et évidemment un équipement léger qui permet la réalisation d'opérations commando. Et une série de plans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens, je pense, beaucoup de gens ont fait l'erreur de croire que les populations du nord d'Israël avaient été délocalisées par crainte de roquettes et de missiles. En fait, il n'en est rien. Parce que la capacité du Hezbollah à lancer des missiles est possible, y compris au-delà du fleuve Litanie. C'est pas en raison des missiles. C'est en raison des tunnels et des possibilités d'invasion. Il y a eu 500 000 personnes à peu près qui ont été déplacées parce que les Israéliens ont eu peur que le Hezbollah ne réalise un 7 octobre, ou en tout cas une opération similaire le 7 octobre, avec des infiltrations et des prises d'otages, etc., par la frontière libanaise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'armée israélienne garde aujourd'hui 5 points stratégiques pour essayer de contrôler, évidemment, les positions où le Hezbollah est susceptible de détenir des armes encore, mais aussi où il y a des tunnels susceptibles de servir pour de nouvelles attaques. Alors, quid, on a parlé de plusieurs pays, et quid quand même dans cet aréopage de la Russie? Est-ce que la Russie joue un rôle, ou elle regarde, ou quoi? Alors, je n'ai pas tout documenté par rapport à la Russie, mais ce que je peux dire, et ce que j'en sais, c'est que la Russie a évidemment joué un rôle jusqu'à un certain moment, notamment avec l'Iran,
mais aussi avec surtout la Syrie, pour préserver ses propres intérêts. C'était pas pour les beaux yeux de Bachar al-Assad. En revanche, depuis le début de la guerre en Ukraine, Poutine était davantage empêtré dans ses propres difficultés, et donc il n'a pas été suffisamment présent, me semble-t-il, pour soutenir et les Iraniens et évidemment le régime de Bachar al-Assad. Et donc aujourd'hui, on voit très très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on peut dire en vous écoutant et en vous lisant, c'est que le chaudron, la marmite va continuer à bouillir. Je ne dis pas qu'elle va exploser, mais elle va continuer à bouillir, peut-être en explosant de temps en temps, comme on l'a vu, et qu'au fond, il faut le dire, même si on peut le déplorer, il y a suffisamment d'acteurs qui ont intérêt à ce que la marmite boue et que le désordre soit l'état permanent, l'état climatique, j'allais dire presque permanent, pour des raisons X et Y que nous connaissons et en tout cas que vous avez exposées. Juste un mot quand même, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire qu'il peut y avoir, comme il peut y avoir demain, et c'est intéressant quand vous parlez de médiateurs, qu'à ce que vous avez vu que enfin selon toute information, mais ce n'est pas une fake news, c'est que les Américains et les Russes, pour discuter de l'Ukraine, risquent de se rencontrer au plus haut niveau, c'est-à-dire Trump et Poutine, ou en Arabie Saoudite. Comme par hasard aussi, qui va jouer un rôle de médiateur, ne fût-ce que géographique, mais ce n'est pas rien, c'est pas seulement de géographie. Donc c'est très intéressant de voir ça. Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir, face à ce Proche-Orient toujours en ébullition, un Moyen-Orient qui peut-être s'orienter vers un équilibre des forces, en tout cas une pacification, non pas une paix, mais une pacification? Je ne crois pas, parce que prenez par exemple le cas de la Syrie, mais c'est valable aussi pour le Liban, et il y a trop de forces antagonistes qui influencent cette région. D'abord, il faut le dire de façon totalement apaisée, dans l'histoire récente, depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire cette histoire dure depuis un siècle. Certes. L'Occident a fait en sorte à ce que l'Orient devienne compliqué aussi, parce qu'il a trituré à sa guise, et selon parfois des ambitions antagonistes entre les Britanniques et les Français, ensuite entre les Britanniques et les Américains, entre les Français et les Américains, etc. Bon, on sait que tout le monde a trituré ce Moyen-Orient. C'est pour ça qu'il est devenu aussi si compliqué. On n'a pas respecté la sociologie, on n'a pas respecté la géographie, on n'a pas respecté les religions, on n'a pas respecté les différences ethniques, les tribus, on n'a pas respecté les tribus, on a coupé comme ça, de façon, je dirais, un peu rustre. Mais ce qu'il faut, c'est que ça continue encore 100 ans après. On a favorisé la création de façon préfabriquée d'États qui ne sont pas en vérité des États-nations. Mais passons. L'actuelle difficulté, c'est que on se retrouve, si je devais vraiment énoncer une liste à l'après-vert, comme on dit, la Russie, le Qatar, la Turquie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Liban, Israël, l'Égypte. Vous voyez, tous ces pays-là ont des intérêts divergents, parfois par bloc, parfois à titre individuel, dans cette région. Comment voulez-vous que cela puisse s'apaiser? D'autant plus qu'on a aujourd'hui des velléités expansionnistes, je pense à la Turquie d'Erdogan. On a des propositions qui sont complètement surréalistes. Je pense au plan de Donald Trump, qui est complètement irréalisable et qui est Vous parlez de Gaza comme Californie. C'est complètement surréaliste. Et c'est porté par des études d'une partie de l'extrême droite israélienne qui se réjouirait de ça. Mais encore une fois, c'est les mêmes erreurs qu'on répète. C'est-à-dire qu'on crée, on se fait plaisir. Enfin, comme souvent, le populisme se fait plaisir. Le populiste se fait plaisir en lançant des choses qui sont complètement irréalistes et surréalistes. Mais en vérité, il crée les conditions pour alimenter l'ennemi dont il dit qu'il prétend combattre. Ce qui est intéressant paradoxalement, c'est que là, Trump, effectivement, il part sur Gaza, Californie. On se demande ce que ça veut dire, mais sur, honnêtement, Ukraine-Russie, il est beaucoup plus pragmatique, c'est ça qui est intéressant. Qu'il soit pragmatique sur certains sujets, moi, contrairement à beaucoup, je ne suis ni pourfendeur primaire, ni laudateur primaire de Donald Trump. Je pense qu'il n'est pas calibré pour être chef d'État. Il y a malheureusement aujourd'hui... Il y en a d'autres. Beaucoup pensent... Oui, il n'est pas le seul. Mais justement, c'est notre époque. Beaucoup pensent que, parce qu'ils ont géré des entreprises,
entreprises, ils peuvent gérer des États. Il se trouve que lorsqu'on on crée la ruine d'une entreprise, on peut en créer une autre, et peut-être qu'elle va réussir. Mais quand on crée les conditions de la ruine d'un État, c'est difficile de créer un autre. C'est vrai. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas parce qu'on a été, quand bien même un très bon chef d'entreprise, et je doute qu'il ait été un très bon chef d'entreprise, il peut être pour autant un très bon chef d'État. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je pense que, encore une fois, ce qui fait mal à ce Moyen-Orient, c'est malheureusement, encore une fois, l'interventionnisme de plusieurs puissances régionales et internationales. Et disons aussi la corruption des chefs d'un certain nombre de chefs d'État. Non, mais faut pas le rappeler, parce qu'on a toujours tendance à dire c'est les autres. Hein. C'est pas nous, c'est les autres. Quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. C'est qu'on a laissé aussi, on a tissé des liens malsains avec un certain nombre de régimes arabes, et on a fait en sorte à ce que la démocratie ne puisse jamais émerger. C'est le pire, et c'est ce qui est terrible. On va en parler, mais on va parler aussi de l'Algérie, de le rapport avec l'Algérie, tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Mohamed Sifawi, on va abandonner un moment Hezbollah, mais il est là, hein, et encore une fois, je recommande vraiment de lire le livre, de lire le Hezbollah de Mohamed Sifawi, qui vient de paraître aux éditions du Rocher, pour parler un peu des relations entre la France et l'Algérie. Alors, on se dit, c'est même pas les montagnes russes, hein, c'est les toboggans. De temps en temps, ça va très bien. Vous avez eu Jean-Noël Barrot, il y a quelque temps, avant en Algérie, il dit, voilà, tout est normalisé. Et patatras, on renvoie 12 fonctionnaires de l'ambassade de France en Algérie, on renvoie 12 fonctionnaires de l'ambassade d'Algérie en France, et ceci et cela, et ça ne se fait pas. Et les accords de 68, et les relais diplomatiques, et les passeports consulaires, etc. Et puis, vous en avez parlé dans le journal du dimanche, vous avez écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, qui est vraiment assez étonnant, c'est l'enlèvement et la séquestration d'un influenceur algérien qui a failli se faire embarquer pour l'Algérie par des membres des services secrets algériens, qui ça a échoué. Mais qu'est-ce que ça dit, en fait, de ce qui se passe entre la France et l'Algérie ? Ça dit plusieurs choses. D'abord, ça dit une relation malsaine qui existe depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, depuis 62. Je suis convaincu que c'est une relation malsaine qui existe depuis 1962, que ce soit sous la droite ou sous la gauche, il y a toujours eu une relation malsaine entre la France et l'Algérie. J'en donne pour preuve. En pleine cohabitation en 1987, un avocat, un opposant algérien, a été assassiné boulevard Saint-Michel à Paris. À l'époque, c'était le duo Pandro-Pasqua qui était à la tête de la place Beauvau. On ne peut pas dire que ce sont les... C'était la cohabitation avec Mitterrand. C'était la cohabitation, Mitterrand était à l'Élysée. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'assassin a été arrêté le lendemain. Et la décision prise au plus haut sommet de l'État, à la fois par la droite et par la gauche, c'était de remettre l'assassin de l'avocat opposant algérien Ali Messili à l'Algérie. Donc il a été renvoyé. Là, pour le coup, ils l'ont accepté, tout évidemment. De suite ils l'ont renvoyé dès le lendemain. Et moi, j'ai toujours, Ali Amelou, c'est son nom, j'ai toujours vu à plusieurs reprises en Algérie vivant totalement libre. Et parfois dans de bonnes conditions, je veux dire dans les meilleures conditions. Et donc la famille d'Ali Messili, qui est française, n'a jamais pu avoir justice. Donc c'est pour ça que je vous dis, la relation a été toujours malsaine entre la France et l'Algérie. Évidemment, ces dernières années, et ça j'ai vu des notes des services de renseignement, les services de renseignement français ont constaté un activisme inhabituel depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, des services algériens sur le territoire français. Un surcroît d'activité très fort. Il y a toujours eu un accord tacite qui permettait aux services algériens de surveiller la diaspora algérienne. D'accord. Cela rendait service d'une certaine façon aux services français parce que ça a permis, dans le cadre de la coopération, de déjouer certains attentats, d'identifier certains islamistes dangereux, etc.
Mais là, ça a pris une autre forme, c'est-à-dire qu'il y a eu du harcèlement, de l'atteinte à l'intégrité physique d'opposants, des menaces contre des opposants, voire parfois des mesures d'espionnage, comme ce qui a été éventé, évidemment, à la fin de l'année dernière, puisqu'on s'est rendu compte qu'un fonctionnaire de Bercy, un franco-algérien, a subi à la fois du chantage et des pressions pour collaborer avec les services algériens et leur fournir un certain nombre de données confidentielles. D'accord. L'affaire que j'ai évoquée dans le JDD, et cette affaire, c'est l'enlèvement d'un cyberactiviste, un opposant qui est connu... Un opposant au régime algérien qui vit en France. Un opposant au régime algérien qui est réfugié politique en France, depuis reconnu comme tel depuis 2023. Il est reconnu comme tel par l'OFPRA depuis 2023. Il s'appelle Amir DZ et qui est très connu des Algériens. Il a des millions de vues sur Internet. Et il dénonce ce régime à sa manière, c'est-à-dire sur un ton extrêmement accessible à tous. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu très populaire. Il parle en arabe, dans l'arabe dialectal algérien, donc tout le monde comprend, etc. Et évidemment, les Algériens, ça les a, enfin surtout le régime de Tebboune, l'a été terriblement gêné. Il a fait 9 demandes d'extradition pour récupérer, entre autres, cet influenceur cyberactiviste, en l'occurrence Amir DZ. La justice française a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'extrader parce que jamais la justice algérienne n'a fourni de preuves ni d'éléments pouvant expliquer ou justifier le fait qu'il soit extradé. Donc il a obtenu son asile politique parce qu'il a pu prouver que sa vie était en danger en Algérie. Et en tout état de cause, on le sait, tout Algérien aujourd'hui, quoi qu'il puisse faire, ne peut avoir un procès équitable en Algérie. La justice est aux ordres, elle est instrumentalisée par le régime, et ça, la France le sait. Et on voit très bien que l'affaire Boualem Sansal, auquel on peut pas auquel on peut pas ne pas penser, et on comprend qu'il y a une instrumentalisation de la justice en Algérie qui fait que c'est une machine à broyer plus qu'autre chose. Donc très rapidement, on a essayé de l'enlever, on a échoué. Une barbouzerie, oui. Une barbouzerie, là, moi, j'ai suffisamment d'éléments, j'ai eu suffisamment d'éléments pour écrire 2 pages dans le JDD et expliquer comment des fonctionnaires de consulat algérien, en l'occurrence sous couverture, qui sont véritablement des officiers ou sous-officiers des services secrets algériens, l'un d'eux est en prison aujourd'hui, c'est un adjudant, l'adjudant R, pour ne pas citer son nom en entier, est en détention provisoire en France parce que justement il a participé, entre autres, à la tentative, enfin, il est présumé innocent, évidemment, mais il est considéré par la justice comme étant l'un des instigateurs de cette tentative d'enlèvement. Et vous pouvez lire d'ailleurs sur le site du Journal du Dimanche le compte-rendu, enfin l'article de Mohamed Sifawi. Donc c'est pas juste, pour terminer, vous voyez, c'est une autre marmite, c'est un autre couvercle, c'est un autre bouillonnement, mais entre la France et l'Algérie, ça va durer comme ça. Hein. Attention, c'est une affaire très grave. C'est une affaire très très grave. Pourquoi ? Parce que cette Algérie de Tebboune, qui entre deux mots parle de souveraineté nationale, a commis un acte attentatoire à la souveraineté nationale de la République française. On ne peut pas, quand on est un pays allié ou ami, en tout cas il se targue d'être allié ou ami, venir sur un territoire étranger, le considérer comme un département algérien d'une certaine façon, et agir pour attenter à l'intégrité physique d'une personne qui est de surcroît, outre le fait que c'est un père de famille, que quoi qu'il ait pu faire, qu'on puisse lui reprocher, on ne peut pas attenter à son intégrité physique, ça c'est pour le principe, mais de surcroît, sur le plan politique et juridique, c'est un réfugié politique. Un régime étranger n'a pas à venir en France attenter à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne qui est réfugiée en France. Pourquoi ? Parce qu'il y va de l'honneur de la France et il y va aussi de sa souveraineté nationale. On verra, on va suivre évidemment. Et j'espère que la justice va aller véritablement jusqu'au bout pour confondre les autres protagonistes dans cette affaire. Mais ayons confiance dans la justice de notre pays quand même de temps en temps. Moi j'ai confiance. Eh bien écoutez Mohamed Sifawi, en attendant on va lire votre livre. Merci. Et lisez-le, Hezbollah.